j'étais moulé pour 1500, 2000, 3000 euros par mois. Puis tu rencontres des gens et là ça tape du 10, 20, 50, 100K. Donc ça te démoule et ça te fout dans un plus gros moule. Et là ton cerveau, il a d'autres guidelines, tu vois. Les 2 premières années en Thaïlande, j'ai bien galéré niveau business. Dès qu'il y a une barrière, c'est bon signe. Parce que dès que la majorité des dropshippers se disent « Ah non, c'est mort, je le fais pas », en fait, ça veut dire qu'il y a une place à prendre, tu vois. C'est exactement ce qu'on s'est dit, du coup. On s'est dit, on va passer cette barrière et il faut qu'on trouve comment ça fonctionne, comment mettre ça en place. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un collègue, Clément. Bah, tu sais quoi, je te laisse te présenter. Hello tout le monde, du coup, moi c'est Clément, j'ai 25 ans. Ça fait 5 ans que j'habite du coup à Bangkok. Et je fais de l'e-commerce aussi depuis 5 ans, du coup. Et actuellement spécialisé en e-commerce, paiement à la livraison, cash on delivery. Cash on delivery, ouais. Donc, c'est bon, je pense. Comme vous l'avez compris, on va parler un petit peu expatriation, on va parler e-commerce et principalement cash on delivery. Donc, tu vas nous partager. Je pense déjà, ça peut être intéressant de commencer par le début. Du coup, moi, je t'ai connu, tu avais 20 ans. Ouais, je venais d'arriver en Thaïlande. C'est ouf quand même. Presque 5 ans, ouais. Je me souviens, je te suivais sur Instagram en France. J'avais dû te DM. Ah ouais. T'étais le premier que je pense que j'ai follow qui était à Bangkok et qui faisait du e-com, tu vois. Et c'était aussi mon goal de partir en Thaïlande. Et je savais pas ça. Je t'avais vu. Et je me souviens, j'avais dû te DM et puis on s'était rencontrés presque aussitôt quand je suis arrivé. Je crois que tu avais organisé un meeting. Ouais, on faisait toujours des petits meetings. Je crois que c'était des billards ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Excellent. Je savais même pas, du coup. Ouais. C'était à l'époque où je faisais beaucoup de stories. Maintenant, je fais plus de stories du tout. Je me souviens. Je montrais tout ce que je faisais, je pense. Les gens, ils devaient vriller, ils devaient être là chez eux. Oh, je veux la même vie. Ça devait être ça, surtout que moi, vraiment, c'était la Thaïlande où je voulais aller et t'étais le seul que j'avais trouvé. Je me souviens, je suivais tous les gens qui faisaient du e-com à l'époque quand je me lançais, tu vois. Je voulais me Excellent. projeter. Et toi, t'étais vraiment, en plus, là où je voulais être. Du coup, c'était sympa d'être là aujourd'hui, en fait. Au final, 5 ans après, au final, tu vois, je te suivais il y a 5 ans. Ça fait un moment qu'on se connaît, mais... Ouais, ça fait 5 ans qu'on se connaît. Maintenant, moi, je te vois comme on est potes, quoi. Ouais, non, mais clairement. Et du coup, c'est vrai que 5 ans plus tard, au final, là, même quand je venais là aujourd'hui, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, à la base, je suivais Pay sur Insta. L'objectif, c'était d'être là, comme toi, tu vois. Excellent. Ça fait quand même... moi, médaille, hein, j'ai envie de te dire, parce qu'à 20 ans, déjà... le profil qui arrive et qui s'installe et qui surtout qui reste 5 ans. Parce que tu vois, on va en parler dans ce podcast, mais j'imagine que tu as connu des phases où le business allait pas bien, il y a des phases aussi, plus perso, où par exemple, je sais pas, des copines ou je sais pas quoi, t'as pas le mood, etc. Tu restes quand même en Thaïlande, tu kiffes. On va parler de tout ça, pourquoi tu t'es enraciné ici, etc. Mais avant ça, du coup, avant d'arriver ici, c'était quoi comment t'as fait en fait pour à 20 ans tout quitter entre guillemets, tu quittes pas tout, mais tout arriver à avoir un setup pour venir t'installer? Alors, ce qui a fait que j'ai pu venir, c'était le business, mais comment ça a commencé? Je venais de finir des études, j'avais 19 ans, j'avais fait un BTS. Et j'étais en mode, j'avais pas envie d'aller travailler avec ce BTS que j'avais eu, j'avais juste fait ça histoire de faire des études, mais je savais pas encore ce que j'allais faire réellement, j'avais pas d'objectif, mais je savais que j'allais trouver un truc, tu vois. Je savais que j'allais pas suivre la voie traditionnelle et tout ce qui était online, ça m'intéressait. Enfin, j'ai toujours voulu aussi avoir un business online, mais sans jamais vraiment me tester dedans, tu vois, y aller. Et au final, là, je venais de finir mes études. Ce qui se passe aussi important pour revenir après, quand je finis mes études, je pars en vacances en Thaïlande. Et là, j'adore la Thaïlande et je me dis, quoi qu'il arrive, j'ai fini mes études, j'ai un peu d'argent de côté, je reviens, je sais pas ce que je ferai, j'avais pas de plan exact, mais l'année prochaine je reviens, je reste au moins 6 mois, tu vois, j'avais trop adoré et je tente l'aventure, tu vois. Au final, quand je rentre de ces vacances, du coup j'ai rien, j'ai fini mes études et je commence à me dire, je vais essayer de faire un truc, je commence à m'intéresser du coup au e-com, au dropshipping. Et du coup, à ce moment-là, je me mets à consommer du contenu, sachant que 2 ans plus tôt, je ne l'ai pas dit, mais j'avais tenté très vite fait le dropshipping, tu vois, en 2017. Je venais de passer mon bac, je me souviens, je regardais déjà un petit peu les trucs en ligne et j'ai essayé, mais très vite fait dropshipping, j'ai perdu 100 €, j'ai arrêté, tu vois. Mais il s'était passé un truc à cette époque, en 2017, j'avais rejoint quand même, tu sais, il y avait plein de groupes Facebook, e-com, j'avais rejoint tout ça.
Et du coup, pendant ces 2 années-là où j'ai rien fait après 2017 à 2019, je voyais quand même des posts sur les groupes Facebook, tu vois, je voyais. Okay. Et à cette époque, du coup, en 2019, quand je décide de m'y remettre, ce qui s'est passé aussi, c'est que je voyais sur les groupes Facebook pendant 2 années des posts, des gens qui faisaient mais 1 KD, machin, qui commençaient quelques mois, qui faisaient des chiffres, et j'en voyais de plus en plus plein de gens. Je voyais sur YouTube aussi plus de gens commençaient à parler de ça, alors que 2017, c'était vraiment un des débuts où ça en parlait, tu vois, sur YouTube. Ouais. Tu as eu une longue phase de compréhension que ça fonctionne. Exactement, tu vois. Parce qu'au départ, quand j'avais vu ça, bon, je voyais 2-3 mecs, c'est un truc vraiment, peut-être, il y en a 2-3 qui y arrivent, mais là, je voyais des groupes Facebook, des dizaines de personnes tout le temps. Et je me suis dit, mais en fait, là, j'ai loupé un truc, il faut que je m'y remette vraiment et que j'apprenne vraiment comment ça marche. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que j'avais le besoin, tu vois, de rencontrer les gens qui faisaient du e-com. J'avais besoin de le voir, ces gens, tu vois, de les voir pour pouvoir plus me projeter. Et du coup, là, je commence déjà sur Insta, comme toi, je suivais tous les gens qui faisaient du e-com, tout le monde. Genre, je voulais voir que ça, Twitter, Insta, YouTube, je consommais que ça. Un jour, sur un groupe Facebook, je vois quelqu'un qui propose un meeting à Paris. J'avais même pas commencé à me lancer, moi, j'y vais, je vais à Paris. Et là, je les vois, tu vois, ces gens, ils vivent du e-com et tout. Et je me dis, ouais, c'est bon, je vais faire ça. Et après ce meeting, c'est là où j'ai commencé à m'y mettre vraiment. Et j'ai eu la chance que ça a pris assez rapidement. Franchement, dès le premier mois, j'ai réussi à faire de l'argent. Après, il y a eu des hauts et des bas, on pourrait revenir. Hein, mais ça a pris assez rapidement. Et là, du coup, j'avais l'objectif de venir en Thaïlande. Je me dis, bah là, nickel, j'ai un business en ligne. Je voulais partir en Thaïlande. Là, je vais encaisser un peu avant de partir et je pars, quoi. Top. Ah, nickel. Ouais, moi aussi, j'ai eu ce cas-là où j'ai commencé à faire de l'argent, moi, entre guillemets, dans ma chambre. Ouais, c'est un peu ça. Pareil. Et dès que tu rencontres des gens, déjà, tu vois, il y a le côté psychologique où, tu vois, moi, j'étais moulé pour 1500, 2000, 3000 euros par mois. Puis tu rencontres des gens et là, ça tape du 10, 20, 50, 100K. Donc ça te démoule et ça te fout dans un plus gros moule. Et là, ton cerveau, il a d'autres guidelines, tu vois. Ton cerveau, il pense même pas à ça au début. C'est des chiffres impensables. Pas compréhensible. Pas compréhensible, pardon. Ouais. Mais ouais, du coup, c'est carrément top. Et du coup, tu as fait du cash. En plus, c'est cool parce que du coup, tu as dû voir les stories de nous en Thaïlande. Toi, tu as dû venir en voyage en Thaïlande. Et il y a 2 types de voyages. Il y a quand tu viens en mode voyage. Parce que moi, je l'ai fait la première fois, je suis venu avec mon frère. C'était la bride, tu vois. Tu visites des trucs et tout, mais tu goûtes pas la vraie saveur. Et là, quand tu vois qu'il y a des gens, en fait, il y a des boîtes, il y a des soirées, il y a des bons restos, tu fais, ah putain, en fait, faut que j'y retourne parce que j'ai kiffé, peut-être que je vais kiffer encore plus. Clairement, je sais que ce premier voyage que j'ai fait en Thaïlande, ça m'a vraiment... J'étais obsédé par le fait de revenir en Thaïlande et je me souviens aussi, je consommais des vidéos sur la Thaïlande, tout ce qui était possible. Genre, je me souviens, je mettais le filtre, je voulais voir des Français qui vivaient en Thaïlande, je mettais sur YouTube, filtre posté il y a une semaine, tu vois, je voulais voir toutes les vidéos de Français qui étaient en Thaïlande. On n'avait pas beaucoup à l'époque, il y avait Sabri Thai qui se lançait, je me souviens, il avait 100 abonnés, je voyais ses vidéos et tout. Je regardais que ça et ça m'a permis vraiment de me projeter aussi et même du coup cet objectif, tu vois, ça m'a sûrement aussi permis de réussir peut-être plus rapidement dans le business au départ parce que j'étais vraiment objectif partir en Thaïlande, quoi. Carrément, le goal c'est important. Moi je voulais pas à la base au tout début partir en Thaïlande, j'ai découvert au fil du temps. Mais quand je suis venu la première fois, je me suis dit ok, pareil comme toi, target, c'est bon, on y va. C'est ça. Et du coup, raconte-nous un petit peu le process quand t'es arrivé. Comment ça s'est passé? Est-ce que du coup tu avais tes shops, t'en as recréé? Comment t'as tourné là-dessus? Alors moi, quand j'ai commencé du coup e-com, ça tournait, mais ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, je lançais un produit, ça tenait 2 mois, c'était fini. Donc c'était vraiment du mass testing, j'ai testé plein de produits. Et du coup, quand je suis parti, j'avais pas forcément de shop, j'avais fait un peu de cash avant, mais à chaque fois mes shops, ils étaient morts au bout de 2 mois, quoi. Donc quand je suis parti, j'avais pas forcément de shop, mais j'étais je vais relancer des produits parce que c'est ce qui marchait ou quoi. Et au final, c'est pas forcément ce qui s'est passé parce que les 2 premières années en Thaïlande, j'ai bien galéré niveau business. Je faisais toujours ce truc de lancer des produits, mais au final, ça prenait moins bien que quand j'avais commencé. Surtout quand j'ai commencé, c'était à l'époque Covid, donc tout était plus simple en e-com. Ah ouais, clairement. Tout marchait mieux. Et au final, ces 2 premières années en Thaïlande, j'étais là, j'essayais de lancer des produits. De temps en temps, il y en a un qui marchait, tu vois, mais je faisais vraiment des chiffres, de quoi vivre, mais pas plus. Je me souviens, une fois, on était à la salle et tu me disais, putain, ouais, je sais pas trop quoi faire en ce moment, je lance des shops, ça marche pas trop. Mais tu vois, c'est encore un truc intéressant, c'est qu'on voit quand même l'endurance, quand même à 25 ans aujourd'hui, mais aussi jeune tu vois, médaille en fait, de pas avoir
être rentré en France en mode ouais bon bah voilà, t'as tenu, t'as eu des galères et bon maintenant t'as un skill en plus. Ouais, c'est ça. Avec le cash on delivery. Mais j'avais vraiment. Pour moi, c'était impensable de rentrer en France. Tu vois, c'était tellement l'objectif de venir en Thaïlande. Il n'y avait pas de solution. Il fallait que je persiste. Et puis le fait aussi d'avoir ce réseau à Bangkok, de plein de gens dans l'e-com, tu te dis que tu n'es pas tout seul, quoi, et qu'il y a plein de gens qui y arrivent. Ça te permet aussi de te projeter dans ce qu'ils font et aussi d'y arriver, quoi, et de ne pas lâcher. Que c'est un gros possible, plus. Quoi. Le réseau, on a vraiment un bon réseau très qualitatif. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de scammers, il n'y a pas de mecs qui foutent la merde, je sais pas quoi. Il n'y a que des gens. Et en plus, on a un réseau très large, tu vois. Moi, c'est SEO, toi, c'est cash on delivery. Mais chacun a son petit skill aussi, tu vois. Tu connais très bien le SEO aussi, je pense. Pas énormément, mais j'ai quelques bases. Okay. Moi, tu vois, pareil, j'ai quelques bases en cash on delivery. Mais aujourd'hui, tu vas nous faire une masterclass, je te le dis. Hein. Je vais aspirer un max d'infos, là. Là, tu vas nous partager ça. Donc, ouais, du coup, tu testes des shops, etc. Je teste. Moi, ce que je vois avec cette problématique, enfin, c'est une problématique clairement, c'est que ouais, tu vas faire du cash. Par exemple, je te prends un exemple, tu prends 15K, boum, bénéf. Là, c'est bon, t'as de quoi tenir. Et puis, en fait, pendant les 6 prochains mois, je pense, je vois le profil, c'est un peu en mode, bon, là, on serre un peu la ceinture. Et plus le temps passe, plus t'es là, t'as l'épée Damoclès qui descend. Et il faut recréer. Moi, c'est une problématique, ça. Je pense que tu le vois maintenant avec le cash on delivery. Maintenant, du coup, t'arrives à avoir, cash on delivery, t'arrives à avoir une vraie stabilité, c'est ça. Et ouais, c'était ça. C'était à coup, je prenais 15-20K sur un mois, mais le reste de l'année, je faisais rien. Tu vois, ouais, je vois. C'était pas facile, mais j'ai tenu le coup. Ouais, carrément. Mais ouais, maintenant, c'est bien. T'as switché sur un truc beaucoup plus safe. Et du coup, raconte-nous un petit peu comment t'en es arrivé au cash on delivery. À la pérennité. Ouais. Du coup, il y a eu ces 2, voire même 3 ans où j'étais là, je lançais des shops, dropshipping classique, quoi, avec un agent, mais pur dropshipping. Et vient un moment aussi où je m'associe avec du coup Tom, mon associé. Il va passer dans le podcast. Ouais. Je vous spoil pas trop, mais. Et que j'ai rencontré d'ailleurs à ce premier meeting que tu as fait quand je m'en souviens. Arrivé. Mais on s'est associés du coup 3 ans après. Tu sais que j'étais choqué à ce meeting, je m'en souviens. Parce que je vois, du coup, toi, 20 ans, je vois Tom, un petit géant, tout skinny comme moi, 18 ans. Ouais, il était plus jeune. Il était là depuis plus de 6 mois ou 1 an en plus. Ouais, lui, ça faisait 1 an déjà. Je te jure, j'étais choqué. Je me suis dit, putain, moi j'ai 26, à cette époque-là, je devais avoir 26 ou 27 ou 28, je sais plus. Et je me suis dit, putain, je pensais que j'étais en mode bien. Les mecs, ils arrivent, ils sont juste majeurs. J'ai fait, what? Ah non, j'étais choqué. C'est ça. Et du coup, je rencontre Tom. On s'associe du coup 3 ans plus tard. C'était il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et il était un peu dans la même situation que moi. Tu vois, il lançait plein de shops. Il faisait un coup à droite à gauche. Et on s'associe, on lance des shops. On arrive à ce que ça fonctionne quand même. On lance des shops qui fonctionnent un peu, mais c'est encore pas la folie. Et à un moment, on se dit, tu vois, on tente plusieurs marchés en Europe en e-com. Et il y a des marchés, tu vois, où les gens, ils te demandent je veux payer à la livraison. Italie. Ouais, Italie, Espagne. Après, aux US. Aux US, un peu moins. C'est moins commun. Mais surtout en Europe et plein d'autres pays, même l'Afrique, c'est full cash on delivery, et Amérique du Sud aussi. Ils demandent à payer à la livraison, quoi. Et ça, j'étais déjà au courant de ça, vu que j'avais déjà fait pas mal de shops sur plein de pays, même de temps en temps, tu vois. Je consommais pas mal de contenu e-com. Souvent, les gens, les formateurs te parlaient d'aller sur des marchés inexploités, tu vois. Ouais. Mais il y avait ce truc, ah non, ce marché-là, tu n'y vas pas parce qu'ils font du cash on delivery, tu vois. Et puis, nous aussi, on voit, il y a des pays où les gens, ils veulent payer comme ça. Et on se dit, mais attends, pourquoi personne te dit d'y aller? Les gens, ils veulent payer. Comment ils font pour payer? Comment on met ça en place? Il y a forcément un truc, tu vois. Et franchement, il n'y avait aucune info. En tout cas, au niveau francophone, personne ne parlait de ça. C'est vrai que c'était En fait, c'est ce que je donne souvent à mes élèves en SEO comme guideline, c'est dès qu'il y a une barrière, c'est bon signe. Ouais. Parce que dès que la majorité des dropshippers se disent « Ah non, c'est mort, je le fais pas », en fait, ça veut dire qu'il y a une place à prendre. Tu vois. C'est exactement ce qu'on s'est dit, du coup. On s'est dit, on va passer cette barrière, il faut qu'on trouve comment ça fonctionne, comment mettre ça en place. C'est ce qu'on a fait. Déjà, on a commencé du coup sur des marchés où les gens nous demandaient de payer en cash on delivery. On s'est dit, on va activer cash on delivery sur le shop, tu vois. Ouais. Et là, les ventes, elles font x3. Wow. On se dit, mais il faut vraiment qu'on mette ça en place.
Et du coup, c'est là où on a commencé à se casser la tête et à comprendre comment mettre tout ça en place. Donc à trouver des partenaires pour récupérer l'argent dans les différents pays, qui te renvoient l'argent, des partenaires fiables. Et s'il y a le process de importer du coup du stock dans le pays où tu vas vendre, du coup c'est plus du dropshipping parce que là tu payes ton stock, tu l'importes dans le pays, mais tu passes tellement de barrières une fois que tu as fait ça, parce que du coup tu proposes cette méthode de paiement. Tes clients, ils sont livrés ultra rapidement, en 2-3 jours. Certains pays, en 24 heures, on peut livrer. Satisfaction. C'est ça, satisfaction client. Et du coup, t'as presque pas de SAV en plus. Les gens payent, ils peuvent. Les gens, il n'y a pas la barrière, tu vois, de mettre une carte. Ils n'ont pas peur de se faire scam. Et puis, ils sont sur les marchés où on vend, ils sont vraiment habitués à payer avec cette méthode. Tu vois, c'est ce qu'ils demandent. Donc, nous, on leur propose cette méthode, et ils achètent et le process. Le coût en advertising doit être drastiquement réduit aussi. Les taux de conversion, ça doit être increase. Tu fais x3, x4 le taux de conv. J'ai vu des screens. Par 4 le coût par achat. On m'a fait voir des screens à 10. J'ai fait waouh, ok. C'est, en Inde, par exemple. En Inde, c'est la folie. C'est n'importe quoi. Inde, c'est la folie. On n'a jamais essayé encore. C'est un marché aussi avec pas mal de barrières pour y accéder, mais je sais qu'il y a des gros sharks là-bas. Et ça fait des chiffres hallucinants. C'est un pays avec 1 milliard d'habitants, le scaling il est illimité. ouais, carrément. C'est un très très gros market. Ce qui est intéressant, c'est que c'est anglais. Donc, tu peux pas targeter. Tu peux vraiment faire des trucs sympas. Mais ok. Donc en gros, vous avez fait vous avez déroulé le process pour faciliter le cash on delivery. Exactement. Maintenant, on a tout un process, tous les contacts pour mettre ça en place. Du coup, nous, on fait ça exclusivement en Europe de l'Est. Uniquement Europe. Sachant qu'en Europe, il y a déjà énormément de pays où, en fait, presque tous, à part France, UK, Allemagne, tous les autres pays quasiment sont à plus de 50% cash on delivery. Donc voilà, toute l'Europe de l'Est, Roumanie, Bulgarie, Hongrie. Roumanie, j'ai eu des surprises moi en SEO. Je me suis juste amusé à prendre des shops français et les traduire avec l'application automatique de Shopify. Et je me retrouvais genre 3-4 mois après à avoir plus de trafic venant de Roumanie que le marché français, tu vois. Et je voyais le taux de conversion qui était pas ouf et j'ai remarqué que du coup c'était le cash on delivery qui pouvait freiner ça, tu vois. Exactement. Ça fait partie des problématiques. Mais très gros marché, la Roumanie. Et après, en gros marché, il y a aussi l'Espagne et l'Italie, du coup, c'est pas l'Europe de l'Est, mais c'est des marchés, tu peux aussi vendre en carte, mais ils payent très compliqué. Ils payent également cash on delivery. Et c'est des très gros marchés également qui fonctionnent bien. Et dans cette partie de maîtrise du cash on delivery, ça a été quoi votre plus gros pain point, vous, pour débloquer cette problématique ? De trouver les partenaires en fait pour récupérer l'argent, les livraisons. Pour chaque pays en plus, du coup, vous avez trouvé un setup. Chaque pays, après on a un partenaire du coup qui fonctionne dans plusieurs pays avec plusieurs entrepôts dans différents pays. Ok, trop bien. Mais il fallait trouver le bon. On en a testé plusieurs. Il y en a qui nous coûtaient extrêmement cher. On n'était pas rentable. C'était assez compliqué en fait. C'est ça la grosse barrière. Faut avoir les contacts pour le mettre en place. Et puis quelques process quand même pour pas se foirer parce que tu commandes du stock, donc le stock va falloir le vendre, t'investis direct dans le stock, sinon tu vends pas en fait. Donc il faut investir un peu d'argent, pas besoin d'énormément d'argent. On a commencé avec des petits stocks, quelques centaines de pièces sur des produits à $1, donc il faut pas énormément d'argent pour se lancer. Mais il faut investir quand même. Du coup, il faut faire des tests au préalable avant de commander ton produit pour être sûr de pouvoir le vendre. Carrément. Je vois aussi du coup qu'il y a c'est un inconvénient, mais c'est aussi un avantage très intéressant. C'est que quand tu fais du cash on delivery, tu vas commencer par un petit catalogue. Tu vas commencer par exemple avec 1, 2, 3, 4, 5 produits. Donc l'avantage, c'est que les tests sont rapides. Vu que c'est sur des marchés qui ralassent, comme on dit, tu as des résultats rapides et tu sais si ça marche ou pas, tu peux kill, tu vois. C'est ça en fait. Donc, tu peux faire un testing à blanc, ce qu'on appelle, tu vois, tu n'as pas le produit, tu actives le cash on delivery. Carrément. Et tu vois si tu as des commandes. Ouais, c'est intéressant. Après, tu vois, moi, ce que je vois de mon côté pour mes shops SEO, j'ai des shops, ça va être 150, 200, 300 produits. Là, la strat cash on delivery, ça va être de l'activer uniquement. Tu vois, par exemple, tu crées des meta-objects ou je ne sais quoi en disant, on a la disponibilité pour le cash on delivery pour ce produit-là, tu mets tes 20 top. Il faut mettre tes meilleurs produits. Les best-sellers, tu les stocks. Et en vrai, ça peut être adaptable à mes shops.
Ouais. Mais voilà, encore une fois, il y a une barrière, faut trouver la problématique, l'adapter. Ouais, cette barrière, surtout quand tu as plein de variantes, plein de produits, faut gérer le stock, quoi. Focus sur les best-sellers, en vrai. C'est un autre travail que le e-com, dropshipping, parce que là, tu gères vraiment ton stock. Ouais. Tu dois le gérer. Et c'est pour ça, tout ce qui est produit à variante, etc., quand tu fais du COD, si tu commences avec ça, c'est assez compliqué. Ouais. Pour ça, nous, on recommande vraiment des produits sans variante. D'ailleurs, un SKU et... Je te pose la question, peut-être qu'il y en a qui se demanderaient, c'est quoi du coup le type de produit qui marche le mieux pour ce setup-là En soi, il n'y a pas de type de produit différent parce que c'est la même chose quoi, que du e-com. Hein. Juste les gens, ils payent d'une façon différente, mais ils achètent tout pareil. Ok. Et après, voilà, pour un débutant, nous, dans les gens qu'on accompagne, on conseille évidemment de prendre des produits, tu vois, qui vont pas te coûter cher à l'achat, pour pas que tu aies trop d'argent à investir, et surtout des produits sans variante pour que tu puisses peut-être pas gérer un stock avec 50 variantes. Sinon, par exemple, des robes avec taille S, M. Sinon, quelle couleur tu prends, quelle taille, en combien de quantité, c'est ingérable au début. Du coup, tu prends un produit sans variante, pas de couleur, pas de taille, et puis qui te coûte le moins cher possible. Et également, il y a des choses à prendre en compte comme est-ce que ton produit, tu vois, il a une batterie, est-ce que c'est du liquide, parce que là, tu dois l'importer en Europe. Et ça peut être un peu galère d'importer ce genre de produit, tu vois. Okay. Ça se fait, nous on le fait, on y arrive. Mais le plus simple, c'est des produits vraiment sans batterie, sans liquide. Et puis après, tu peux importer en Europe. Et pareil, un produit du coup qui soit pas très volumineux, pas très lourd, histoire de ne pas avoir trop de frais de livraison. Et vraiment d'aller chercher la plus haute valeur perçue sur ce produit. Mais excellent. Ouais. C'est quoi en moyenne ce que tu recommandes, du coup, vu que vous avez eu des élèves là depuis 2 ans, là, vous en avez formé pas mal. C'est quoi un peu le profil de budget que tu alloues à un testing de lancement et le nombre de variantes que tu recommandes d'acheter pour un testing? Ça peut être... Alors, niveau testing, par contre, il faut un super petit budget à part au moment où tu vas vouloir commander réellement le stock. Mais pour tester, c'est des budgets ridicules. Tu vas en mode à blanc, comme tu dis. Ouais, nous, on fait tester à des gens de la formation à 10 € par jour. Tu vois, ah ouais, à Facebook. Blanc, ok. C'est ridiculement bas, tu vois. Tu testes à 10-20 € par jour, ça suffit. Parce que tu as des coûts par achat ultra faibles, tu as des marchés, tu vas avoir des coûts par achat à 1 $, voire moins, ça va déjà arriver. Donc tu testes comme ça avec des super petits budgets vraiment ridicules. Et après, une fois que tu as un produit qui fonctionne, nous, il n'y a pas de minimum quantity, mais tu vas commander quand même, ça dépend du prix de ton produit, mais au moins 300, 500 pièces, tu vois. Après, tu calcules, voilà, tu rates tes stats, ton budget, combien tu peux avoir de commandes par mois. Et c'est... Exact. Et entre 300 500 commandes, si c'est un produit, tu as plein de produits que tu peux vendre à 35 € qui te coûtent 1 $ sur Alibaba, tu vois. C'est vrai. Et bon, après, tu as une livraison à rajouter parce que tu dois livrer en Europe, tu rajoutes la livraison, mais tu arrives à 2-3 $ unité au final. Et donc, tu t'investis moins de 1000 €, tu vois, dans un premier stock. C'est ce qu'on recommande, tu vois. Et puis après, tu démarres comme ça. Et le but, c'est, voilà, une fois que tu as vendu ce stock, tu réinvestis tout, tu rachètes, tu grossis. Et après, tu peux tourner. Et tu as énormément de marchés à exploiter. Nous, quand ça fonctionne dans un pays, en général, ça fonctionne dans tous les pays, tu vois. Du coup, tu peux scale. Tous les autres pays. Tu as un scaling niveau chiffre, tu peux faire autant qu'en e-com classique, quoi. Juste, ça va prendre plus de temps parce que faut qu'à chaque fois, tu attends le stock. Ça prend du temps, la livraison Europe-Chine. Chine-Europe, ça prend du temps, donc le scaling, c'est pas juste appuyer sur le bouton et bam, il y a l'agent qui renvoie derrière. Non, là, c'est à toi de commander, prévoir les 1 mois, 2 mois de livraison. Faut planifier à fond la caisse. Après, tu vois, moi, je vois beaucoup d'intérêt aussi, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de support client, quoi. Genre, livré en 2-3 jours. Allez, à la limite, j'ai cassé le produit, t'en renvoies un. C'est ça, tu renvoies, il reçoit en 2 jours. Ce qu'il faut gérer, le point un peu crucial du cash on delivery pour être le plus rentable possible, c'est que par contre, du coup, tu as des gens qui payent pas. Parce quand le produit arrive, du coup, les gens ils ont pas payé à la base, ils mettent juste leur adresse. Et tu as des gens qui vont pas être là. Tu as des gens, tu sais pas pourquoi, ils vont plus vouloir le produit. Puis ils ont pas payé. Du coup, tu as un taux de retour, tu vois. Ça, c'est le truc à prendre en compte. Et c'est un peu le nerf de la guerre en cash on delivery, de savoir maîtriser ça. L'avantage en Europe, c'est que les taux de retour sont plutôt faibles. Et il y a des choses à mettre en place aussi. Tu peux mettre un call center, tu mets quelqu'un qui appelle tes clients, qui valide les commandes, qui leur vérifie l'adresse avec eux, parce qu'il y en a qui mettent des mauvaises adresses aussi. Puis toi, tu envoies, tu payes, et il n'y a personne au final. Et d'ailleurs, je te coupe, excuse-moi, mais c'est une question qui vient de me pop. Si par exemple la personne arrive chez le client et qu'il n'est pas là, est-ce qu'il y a un setup pour qu'il revienne un autre jour ou c'est directement... Ça va dépendre des pays, parce que sur chaque pays, du coup, c'est un service de livraison différent, un truc local.
Il y a certains pays où je sais que ouais, ça va, comme je crois Amazon en France, tu sais, ils ont des casiers, ils mettent dans les box, les gens ils peuvent aller récupérer la commande et ils peuvent la payer directement là-bas, il me semble. Mais vu que c'est du cash on delivery, quand même, la plupart du temps, la commande elle revient, quoi, vu qu'ils n'ont pas payé, tu vois, tu peux pas la laisser quelque part. Il y a certains pays, ils ont un setup pour ça, mais sinon, ouais, il faut renvoyer après, redemander une livraison. Ils peuvent aussi, avec certains livreurs, reprogrammer eux-mêmes la livraison, tu vois. Ok. C'est super intéressant. Du coup, vous avez dû rencontrer plein de choses que vous n'avez pas prévues lors du lancement de ça. Ouais, exact. Et là, vous devez avoir une... comment dire, je vois que tu as les réponses à toutes mes questions. Donc, vous avez dû faire toutes les erreurs possibles, ou alors vos élèves, pour pouvoir pallier à toutes les problématiques, quoi. Bah ouais, exact. Il y en a eu pas mal, même au niveau d'importer importer des produits. Du coup, ça, on l'avait jamais fait, tu vois. Aujourd'hui, pareil, on a des contacts qui s'occupent de ça, mais au départ, tu commandes sur Alibaba, ça se passe pas toujours très bien. Il te dit qu'il y a 3 semaines de livraison, que le dédouanement est inclus. Au final, pas de dédouanement, c'est à toi de te démerder. Du coup, pas mal de taf à ce niveau-là, ouais. Bah écoute, super intéressant. Ce que je ferais, c'est que si vous êtes intéressé, je mettrai. Tu sais, je fais pas d'affiliation, par exemple. Je sais que du coup, tu as un programme. Je fais pas d'affiliation avec les potos, etc. J'ai la flemme. Je mets vos liens de YouTube, profil Insta, etc. Ça vous irez checker. Si vous aimez vous spoiler, allez voir Saganage sur Insta. Du coup, vous avez une chaîne YouTube. C'est une chaîne commune ou vous avez tous les deux une chaîne YouTube? Avec mon associé Tom, on a chacun une chaîne et on parle de COD. Et ouais, depuis presque 2 ans à peine maintenant, mais on a été vraiment dans les premiers. Là, ça quelques personnes commencent à en parler. Je pense que vous avez été dans les premiers, clairement. Mais en France, en tout cas, marché francophone a parlé de ça, et le mettre en avant. Et je pense que ça va continuer d'exploser dans les prochaines années parce qu'il y a une opportunité de fou. Et il y a de la place pour un peu tout le monde parce qu'il y a une grosse barrière d'entrée, tu vois. Faut vouloir commander un stock. Mais au moins, c'est sérieux, quoi. Dès que tu te lances dans ce business, c'est pas tu fais ça sur le côté. Non, tu commandes ton stock et tout. C'est un vrai truc sérieux. Et comme tu dis, c'est créer un business qui va être là, qui va tenir sur le long terme. C'est ça. Parce que là, tu te poses là-dedans, c'est tu creuses un trou, quoi. Tu te fous dedans. Exact. Nous, on a le premier produit qu'on avait lancé aujourd'hui, c'était il y a plus de 2 ans et on tourne encore avec. Tous les jours, on a des stocks. C'est notre produit numéro 1, quoi. C'est ça qui est bon. C'est quand c'est très stable aussi. C'est un gros avantage. Avant, en e-com classique, je te disais, c'était au bas, on faisait un lancement, ça prenait 2 mois. Là, ça fait 2 ans, on a des ads qui tournent, c'est tous les jours plus ou moins les mêmes stats. C'est parfait, c'est un petit océan bleu en fait. Au niveau du cash on delivery, du coup, je fais une petite parenthèse, mais maintenant, du coup, la conclusion en gros, c'est que tu as testé l'e-com standard, dropshipping, tu t'es dévié vers le cash on delivery, tu as développé un programme, mais aussi, c'est important de le dire aussi, j'imagine, comme tu le disais à l'instant, tu as des stores qui tournent personnel et avec Tom en association. Ah oui, effectivement, c'est là où on fait 90% de notre cash pour le moment. C'est vraiment ça. L'année dernière, si on parle des chiffres, on a fait plus d'1 million avec un seul produit, du coup sur une dizaine de marchés. Voilà, c'est pas des stats forcément insane pour de l'e-com classique, mais pour du COD, voilà, c'était déjà pas mal. Et le but là, c'est d'aller chercher au moins 2-3 millions cette année. Excellent. Pareil, comme je l'ai dit, tu vois, il faut le stock, donc ça prend du temps. Le scaling est j'imagine, mais c'est stable, tu vois, la courbe est stable, ça monte. C'est pas du haut bas comme le drop qu'on faisait avant. Donc vraiment cool. Magnifique, hein. Je pense que de toute façon ça va faire que grossir. Vous avez déjà un très très gros level en expertise dans cette niche-là. Vous allez que péter le marché et tous les marchés, tu vois. Tous ceux qui sont cash on delivery, tu peux aller tester. Ça, si vous allez en Inde, là, c'est pas un x3 que vous allez faire, c'est un x10. Ouais, en Inde, il y a de quoi faire, il y a des setups, il y a énormément de marchés. Toute l'Amérique du Sud aussi, c'est incroyable. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si tu pourras passer par là et répondre. Par là, sinon, allez le DM. Je sais un message. T'es disponible sur Insta, tu réponds et tout. YouTube, c'est bon. Oh, YouTube, carrément. Vas-y, maintenant, on va faire un petit axe sur la Thaïlande, l'expatriation surtout. Parce que je pense qu'il y en a qui nous écoutent, qui ont 20 ans ou même la trentaine, quarantaine, qui n'ont pas fait le pas. Partage-nous un petit peu du coup ton expérience d'expatriation en Thaïlande. Ça a été quoi, toi, déjà, si on peut commencer là-dessus, ta plus grosse problématique en Thaïlande? Ça a été quoi ta plus grosse galère? Plus grosse galère? Je sais pas si j'ai eu des réelles galères. Là, je vois pas de. Je sais pas, visa. Visa, je m'en suis toujours sorti. Après, les visas au Thaïlande, là, maintenant, il y a le DTV, ça c'est génial. Maintenant, c'est incroyable. C'est génial, ça coûte rien. Tu peux rester 5 ans. Là, c'est ce que je viens de faire. Premières années, je faisais visa étudiant. Comme beaucoup de personnes, j'ai fait ça. Tu pouvais faire un visa étudiant et rester 1 an.
J'ai fait ça pas mal de temps. Et ouais, ça c'était un peu. C'est vrai qu'en Thaïlande, avant ce DTV, c'était un peu galère. Il y a ceux qui faisaient les visa run, les visas étudiants. Ouais, t'avais pas trop le choix. Il n'y avait pas le choix en fait. C'était taille élite, visa étudiant. Exact. C'est vrai que ouais, les visas, c'était vraiment la galère quand même. C'était un petit problème. Après, je m'en suis toujours sorti. J'ai réussi à rester là. Et tout en ayant un visa, hein, important. Restez pas là sans visa. Ouais. Et ouais, il y a maintenant ce DTV. En plus, j'avais failli prendre le Elite juste avant que le DTV sorte. La même chose. Je m'étais dit l'année d'après, voilà, je prends le Elite, j'investis ça faisait chier parce que c'était beaucoup d'argent, surtout là ils l'ont augmenté. Puis au final ils ont sorti le DTV qui fait plus ou moins la même chose et qui coûte rien, quoi. Le DTV coûte je crois 250 ou 300, euros je crois pour 5 ans. C'est ça. Et le Elite il coûte 20 000 euros, non? Ouais, je crois que c'est 20 000 euros. 20 000. Il y a quand même une différenciation, quoi. Ouais. Exact. Ok. Bon, bah, du coup, ça va. Alors, ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. Moi, je suis arrivé en plein Covid en Thaïlande aussi. Ça, c'était une sacrée histoire. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Mais c'était pas la meilleure période en Thaïlande. C'était la meilleure période. Il y avait pas de touristes. Alors, trop bien. Là, on va parler en tant qu'homme. Il y avait pas de touristes. Toi, voilà, t'arrives, t'as 20 ans, tu fais de la muscu, t'arrives ici. Il n'y a pas de touristes, donc la jante féminine, elle a faim. Et du coup, nous, on sortait beaucoup à cette époque-là. C'était c'était la bonne époque. Hein. C'était la bonne époque, exactement. exactement. Monde, je pense qu'on ne reverra jamais ça, mais c'est vrai que c'était incroyable d'être là en Thaïlande sans touristes. La Thaïlande, c'est envahi de touristes. C'était incroyable. Il n'y avait que nous, quoi. Je suis d'accord. La Thaïlande était super. Et c'était les soldes aussi au niveau des... pas qu'au niveau... les condos, logements. Tout était pas cher. Ça coûtait rien. Les hôtels, limite, ils te payaient pour que tu ailles louer parce qu'il fallait habiter les trucs, tu vois. Tout était vide. C'était fou, ouais. Je me souviens avoir été à Phuket, dans la Bangla Road tout seul le soir. Là, ah ouais. Vraiment, ça devait être fou. Et ouais, c'était une période difficile psychologiquement pour beaucoup de gens. Ouais. Mais pour nous en Thaïlande, ça a été plutôt cool quand même. Hein. Puis en plus, le process pour venir en Thaïlande, au moment où je suis venu, tu sais, il y avait les 2 semaines de quarantaine. Ça devait être une mission, ouais. C'était une sacrée mission. Et puis d'ailleurs, au moment où du coup je voulais venir en Thaïlande, j'ai attendu presque 1 an en fait avant de pouvoir venir parce que c'était Covid et c'était impossible de venir. Ah ouais. Et moi j'étais fou parce que j'étais chez moi et comme je t'ai dit, tu vois, je voulais vraiment Thaïlande. Et puis ça y est, j'avais le business et là j'y croyais pas au début. Je me dis c'est quoi ce truc Covid? Ouais, ils ferment 3 semaines les avions, c'est bon. Dans 1 mois je pars et le temps passé 2 mois, 3 mois, il y a rien qui ouvrait, impossible de partir. Ouf, hein. Et je regardais les news tous les jours pour la Thaïlande, quand est-ce que j'allais pouvoir venir. Et dès qu'ils ont mis le programme quarantaine, Phuket. Non, tu pouvais aller à Bangkok au départ. Après, ils ont fait un truc à Phuket. Ok. Mais tout départ, le premier truc, tu pouvais venir à Bangkok, mais c'était vraiment, tu étais enfermé 15 nuits dans un hôtel. Et tu devais payer du coup ça, la quarantaine. Et il y avait tout un tas de papiers. Pareil, il fallait faire un visa touriste. Du coup, c'est vraiment, tu apply pour un visa. C'est pas le visa que tu as quand tu viens sans rien. Ok. Visa touriste. Et du coup, je devais apply pour ça. Et il y avait pas mal de conditions à l'époque du Covid. Ils te demandaient tes comptes en banque, plein de trucs. Vraiment, c'était une mission, mais c'était une bonne expérience au final. Parce que d'arriver en Thaïlande, j'ai fait ces 2 semaines de quarantaine. Ça, c'était une expérience aussi. Mais ouais, je pense que quand t'es sorti après 15 jours de cette. Mais c'était la libération, mais j'étais au paradis, quoi. Parce que c'était vraiment le goal de venir là. Et la ça mission. Y est. Tu t'es dit, je repars plus. C'est bon. Mais j'ai presque aimé ce process, tu vois, parce que je voulais tellement venir en Thaïlande, tu vois, j'aimais cette barrière d'entrée que je passais la barrière, tu vois, je faisais la quarantaine, etc. Et j'étais là. Et puis au final, quand je suis venu, au départ, j'avais dit, je partais pour au moins 3 mois, et puis en fait, je suis jamais reparti. Ah ouais, en 3 mois, t'as rien vu. C'est clair. Et puis en plus, c'était encore le Covid a duré au moins encore 1 an de plus. Du coup, si je repartais, je devais refaire une quarantaine, machin. Je suis jamais reparti. Enfin, après, je suis déjà rentré pour faire quelques vacances en France de 2 semaines, quoi. Mais sinon, depuis ce moment-là, je suis vraiment. Et c'est quoi qui te fait rester en Thaïlande? Comme beaucoup de personnes, je pense déjà ici, il se passe un truc. Je sais pas si on peut l'expliquer au final, mais quand je suis arrivé ici, vraiment, je me sentais bien, tu vois. T'as un sentiment de liberté, de sécurité. Ça vit, il y a de la vie, tu vois. Tu peux tout faire à Bangkok, c'est fou. Il y a tout. Tu peux sortir, manger à n'importe quelle heure. Et puis il y a aussi du coup ce réseau là qu'on est tous. Ça aussi c'était un point important. Du coup avant la Thaïlande, vu que c'était fermé, j'étais parti 1 mois à Dubaï, tu vois, parce que c'était un des seuls endroits ouverts. Et je sais que Dubaï c'était une sacrée expérience aussi, mais après être resté en Thaïlande et avoir connu la Thaïlande, je pense que jamais je pourrais aller à Dubaï, tu vois. C'est pas la même énergie, pas la même ambiance. C'est pas le même truc, ouais. C'est pas du tout pareil.
Je pense que Dubaï, c'est très bien. C'est juste les personnalités. Personnalité, ouais. Et puis l'environnement, c'est pas le même. Tu vois, la Thaïlande, t'as vraiment cette sensation de liberté. T'es avec les Thaïs. Il y a de la vie aussi. Il y a de la vie, tu vois. T'es dans. Ouais. C'est très vivant, la Thaïlande. C'est Dubaï, même, en fait, je dirais, c'est même l'opposé de Dubaï. Alors, on va retrouver les mêmes choses. Sécurité, hôtel, resto, etc. Il y a aussi un coût de la vie qui est, honnêtement, bien moins cher en Thaïlande, sûr, drastiquement. Même si en Thaïlande, faut pas y croire. On peut dépenser beaucoup d'argent. Voilà, on a eu à faire ça souvent, même notamment. En fait, c'est quand tu vas dans le monde de la nuit, soirée, boîte, resto, ça peut aller très vite. Ça va très très vite, Ouais, carrément. Donc toi, tu as vraiment été séduit par le. Je dirais, les gens ils vont croire qu'on se répète dans chaque podcast, tout le monde dit sécurité, sentiment de liberté, etc. Mais c'est que personne n'a inventé, tu vois. C'est clair, c'est la vérité. Il y a tellement de. C'est incomparable avec l'Europe, tu vois. Ouais, clairement. Je pense après avoir vécu là, tu peux plus retourner. Ouais. Juste, je ne voudrais pas retourner en Europe vivre. C'est ça. Le fait, tu vois, par exemple, un détail tout bête, mais j'ai ma copine qui est thaï, mais du coup, qui a vécu 7 ans en Corée. Et elle m'a partagé une news qui est passée récemment. C'est une Coréenne, je sais pas, là, il y a 400, 500 000 abonnés sur YouTube. Elle était en trip en France et elle louait un vélo et puis elle faisait des tours, tu vois, en live. T'as un Français qui est arrivé. Ouais, j'ai vu ça. Je lui ai mis une tarte ou je sais pas quoi. Elle me dit, mais c'est comme ça la France. Je dis, ouais, mais vraiment, quand on va aller en France, je te laisse même pas aller à la boulangerie toute seule, tu vois. Non, mais c'est clair. Mais on se rend même plus compte de ça quand tu vis ici. Mais c'est vrai que tu en France, il y a plein de choses qu'on pourrait pas faire et qu'on ferait différemment. Ou t'as pas l'esprit tranquille, pareil. On se dirait, mais what the fuck, tu vois. Ouais, what the fuck, vraiment. Genre, un détail tout bête, je crois qu'on en parlait hier. On était au resto ensemble hier pour la nif d'un collègue. Et je sais plus ce qu'on disait. Mais tu vois, par exemple, en France, voilà, après, je te dis, allez, après 10 heures, tout est fermé, tu vois. Et là, on était mardi soir. Ouais, voilà. Tout est ouvert. Tu peux trouver un resto sympa. Tu veux aller faire la fête, les boîtes, c'est du lundi au dimanche. Ouais, tu peux aller même. Tu sais, il y a des endroits juste. Moi, avec ma copine, on n'aime plus se mettre des murges. Donc, on va dans des endroits, c'est des bars à cocktails. Tu prends un petit cocktail. Toi aussi, je pense que tu y vas souvent. Des petits trucs comme ça. Et tu vois, c'est juste détente. En fait, ils ont créé à Bangkok un univers pour tous les besoins, tu vois. Il y a tout. Et c'est un gros plus. Ça peut être c'est quoi Pardon, vas-y. Je disais, toi, c'est quoi parce que du coup, toi, comment tu vis actuellement d'un point de vue perso? T'as une copine, t'es solo, c'est quoi ton setup? Ouais, en ce moment, j'ai une copine. Ok. Après, on vit pas ensemble, tu vois, donc je garde ma liberté un peu. Setup semi-nomade. Ouais, semi-nomade, on peut dire ça. Et sinon j'ai ma routine, tu vois. Bangkok. C'est quoi ta routine Parce que tout le monde a une routine différente. On a une routine, moi je suis pas trop du matin, je me lève assez tard, les 9-10 heures en général. Et je commence à bosser, après je vais à la salle de sport, vers 15 heures. Après je rebosse. Et après, soir, en général, soit je me fais un petit resto, pas tout le temps, pas tous les jours évidemment, mais sinon, rien de spécial. Tu vois, les premières années, c'est les 2 premières années où ça sortait à fond tous les soirs. On l'a tous fait, ça. C'est 3-4 fois par semaine, ça s'arrêtait jamais. Et là, en vrai, depuis 2 ans, je suis beaucoup plus calme, focus business. J'ai plus développé une routine pour travailler. Qu'avant, les premières années aussi, il y avait ça. C'était pas le top, mais tu découvrais, tu vois. C'était la Thaïlande. J'arrivais, j'étais jeune. Il fallait le faire, tu vois. C'est aussi, ça te permet aussi de créer tes propres filtres mentaux, tu vois, de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, ce que tu veux faire, etc. C'est bien d'arriver en Thaïlande et de goûter à tout ce qui est possible en termes de soirée, machin. Après, faut pas s'y perdre, il y en a qui s'y perdent un peu. J'en connais plein qui se sont perdus, Ça peut partir loin, ça peut être dangereux si t'es. Mais honnêtement. Pas avoir de gros vices, quoi. Ouais. Tu pars. On s'est tous perdus à sortir 3, 4, 5 fois par semaine. Et à plus arriver à bosser tellement qu'on est en train de décuver. Toi, tu vois, tu fais beaucoup de sport. Je pense aussi que tu as une bonne diète. Tu essaies du coup, tu fais du sport tous les jours. C'est quoi Ouais, j'y fais 5 fois par semaine. Ouais, voilà, tu vois, je pense que du coup, t'es. Ouais, là-dessus, j'ai jamais lâché, peu importe. Même après des lendemains difficiles, ça, le sport, j'y vais tout le temps. C'est bien ça. Et c'est un truc que je maintiens. Ok. Et du coup, c'est quoi un petit peu tes plans là pour les prochains mois, prochaines années?
que ça soit business. Bon, business, tu nous l'as dit, c'est là faire un x3, x4, même x10. Ouais, bah ouais, de scale toujours plus. Développer un peu la format aussi. Ouais. Parce que bah, on a vraiment. C'est quoi le plan format en fait? Comment vous travaillez? Parce que nous, tu vois, je suis en train de faire une V2. Enfin, c'est pas une V2. Je vais kill mon programme est sur Army et je vais faire un nouveau programme. Okay. Et j'ai remarqué qu'en fait, maintenant, il faut un accompagnement. C'est quoi vous? C'est ça, nous, on a un accompagnement en fait. Il y a une formation, mais qui est justement un petit accompagnement. La base. La base. Mais sinon, on a on a des coachs qui sont là. Il y a nous, on fait des lives toutes les semaines avec tout le monde. Donc non, c'est vraiment un accompagnement, coaching. La formation, au final, c'est un plus les vidéos, tu vois. C'est pas ce qui fait la valeur. Ouais, la formation, c'est vraiment, maintenant, je le vois comme ça, c'est la base. Ok, tu rejoins le programme, bah, tu fais ça, comme ça, au moins, tu commences niveau 0, tu vois. C'est ça, ouais. Ouais, formation, c'est pour donner vraiment les bases. Et puis après, il faut vraiment accompagner les gens. Et ouais, on a eu des super résultats, des gens même pas mal qui commencent à venir en Thaïlande. Il y en a 2-3 là qui sont déjà en Thaïlande. C'est bon ça. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Ça fait plaisir. Et du coup, ouais, on va essayer de développer un peu plus ça. Là, pareil, on va refaire une V2 et voilà, développer le e-com et rester en Thaïlande. Hein. Pour le moment, c'est là où. Pour le moment, ouais, tu vois pas d'autres endroits où tu pourrais. Non, bah tu vois, j'ai fait pas mal de pays là les 2 dernières années. C'est vrai, ouais. Je te vois souvent. Pour le moment, je vois pas un pays où je me sentirais comme en Thaïlande, tu vois. Déjà, il y en a pas un qui est comme la Thaïlande. La Thaïlande, c'est unique pour moi. Il y a pas d'autre endroit où il y a cette même énergie. J'ai pas trouvé. Vrai. Même dans les pays qui peuvent être un peu similaires en Asie du Sud-Est, là, je pense. On en parlait hier. Le Vietnam, c'est cool, mais c'est 10 ans en arrière, tu vois. Ouais, c'est pas pareil. Il y a pas cette énergie. J'ai fait quoi? Il y a la Chine que j'ai adoré. Ouais, et également. Chine, j'ai adoré. Ouais. C'est un autre monde encore. Mais ça, j'ai adoré. Ouais. C'est un autre délire. Bah, j'y suis allé il y a un mois. Toi, t'es allé dans quel coin de la Chine? Je suis allé à Shanghai. Et j'ai fait aussi une petite semaine sur une île à Sanya. C'est une île à côté du Vietnam. C'est la province qui s'appelle Hainan. Et ça me parle. Ouais. Ils appellent ça le Hawaï chinois. C'était cool? Ouais, c'était cool en vrai, c'était cool. Après, là-bas, c'est vraiment vacances, mais c'était sympa. Ouais. C'est quoi qui t'a choqué? Parce que c'est cool qu'on en parle de la Chine. Moi, pareil, pour te raconter, je suis arrivé. Je savais pas réellement que ma copine parlait chinois, mais du coup, elle parlait un petit peu chinois aussi. Je savais pas. J'ai découvert là-bas. Et du coup, moi, je suis arrivé complètement paumé. J'y suis allé une première fois je sais même plus il y a combien d'années, à Shanghai. J'ai fait une escale, je suis resté un petit peu. Je crois que j'avais une dizaine ou une douzaine d'heures. Donc je suis allé dans le centre, j'ai pris le train là qui va super vite. Ouais. Et là, j'y suis allé en mode je me fie à rien. Les gens, tu leur parles en anglais, je parlais pas anglais à cette époque-là, ils comprennent rien. Donc en gros, c'est tu dis bon, je pense qu'il faut aller par là, je vais par là. Et maintenant, tu vois, t'as un package d'app à installer. T'installes le package Alipay. Voilà. WeChat, ces trucs-là. Indispensable, ouais. Et moi, je te cache pas que ça a été assez smooth parce que du coup, ma copine parlait un peu chinois. Donc moi, je me suis mis dans le taxi. Ça, bien, tu te laissais aller. T'es sur ton petit nuage et puis tu te laisses aller. Ouais. Mais j'ai trouvé tu vois, moi, je pense qu'il y a vraiment un marketing négatif qui se propage, notamment quand nous, on est français, au vu de la Chine. Parce que tu vois, souvent, on te dit ton produit, il est chinois, mauvaise qualité. Ouais, t'arrives là-bas. Toutes les voitures sont en électrique. Tout est neuf. Il y a des bornes, il y a des scooters. Ouais, c'est ultra, c'est moderne. C'est le futur. Ouais, c'est le futur. Ouais, incroyable. Ouais, Shanghai aussi, j'ai adoré. Ouais. Shanghai, ça doit être. Moi, du coup, j'y suis allé. C'était il y a plus de 10 ans. C'est la première fois que j'ai découvert la Thaïlande. Et du coup, je fais mon escale là-bas, je crois, pour venir ici. Et j'étais choqué, tu vois. J'ai très peu de souvenirs. Du coup, je suis allé il y a un mois à Guangzhou, à côté de Shenzhen. J'ai été choqué, ouais. La bouffe aussi est pas dégueulasse du tout. Moins internationale. Ouais. Par contre, ouais, nous, à Shanghai, on est parti avec des potes et niveau bouffe, il y a pas mal de restos quand même internationaux, un peu comme à Bangkok, tu retrouves. Ouais, on avait fait pas mal de McDo en Chine. Mais sinon, c'était pas si facile par contre de manger. Après, on connaissait pas, il y a sûrement des spots. Mais c'est vrai que c'est pas facile du coup quand tu connais pas là-bas parce que tu as accès à rien, il n'y a pas de Google Maps. Ouais. C'est un peu galère. Un peu mais je pense que si tu connais quelqu'un, tu restes un peu longtemps là-bas, tu dois trouver des trucs vraiment sympas. Ouais. Moi, je te cache pas, avec ma copine, on a un peu. Ok, on voulait goûter de la bouffe chinoise. Il y a des bons malas. Ils ont plein de petites bouffes intéressantes dans leur culture. Mais par exemple, tu vois, tu veux te taper une raclette. Je sais même pas s'il y en a une, tu vois. Donc on était un peu, ça, c'est sûr, un peu perdu. Alors tu vois, encore une fois, on revient sur Bangkok, mais Bangkok,
c'est international. Ouais, il y a toutes les bouffes. Il y a tout. Hier, on a mangé grec. Ouais. Tu vois, c'est. Et puis tout est facile aussi à Bangkok. Là, tu en disais, la Chine, il y a une grosse barrière quand même avec la langue, tout qui est différent. C'est sympa aussi. Mais du coup, là, à Bangkok, par contre, tu arrives et tout est facile, je trouve. Il y a pour tout, quoi. Les gens parlent quand même plutôt anglais, plus ou moins à Bangkok. Tu peux te débrouiller. T'as Grab, Bolt, c'est parti. T'as ton taxi. En 5 minutes, t'es à droite, à gauche. Tu commandes à manger. Le niveau de service est. Ah ouais, j'ai essayé de passer une commande sur l'application chinoise là, pour la bouffe. Ouais. J'ai même pas réussi parce qu'il y avait trop d'images de partout, c'était en chinois. Et je sais, on commandait, on a réussi, mais c'était pas si simple. Ouais, c'est pas facile. Mais en fait, ce que je pense réellement, c'est voilà, on a juste la barrière de la langue, mais je pense que sur leur application, surtout, ils ont tout en fait. Il y a tout à disponibilité. Ouais, il y a tout. Je crois même depuis WeChat, t'as déjà tout. Et même à WeChat, Alipay, tu peux tout faire, je crois. Genre, ouais. Même WeChat, tu peux t'en servir comme Alipay. Je crois il y a un autre truc, c'est Wixin ou un truc de paiement. Enfin, tu peux tout faire. Il y a tout dessus. Ouais, tu peux commander ton taxi. Je pense que c'est même plus opti qu'ici. Ouais. C'est juste qu'on n'a pas le funnel qui est setup. Ouais. Parce que nous, on a plein d'apps et eux, avec une app, ils te font tout. Ouais, on avait vu aussi un magasin, tu vois, qui était fermé. Fallait juste que tu passes devant pour que ça s'ouvre. Ah ouais. Et on n'a pas pu se faire scanner parce qu'on n'avait pas, je crois, une app ou je sais pas quoi. Mais ouais, c'est assez insane. Ouais, ok, bon, on a eu le même retour sur la Chine. Alors, gros switch mental. Moi, du coup, maintenant, je sais que quand je vois des produits chinois, je suis plus. En tant que dropshipper, tu vois, même en tant que dropshipper, je me disais des fois, un peu chelou les produits, des fois. Maintenant, c'est bon, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Il y a tout, il y a toutes les qualités aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu peux trouver des trucs cheap, mais il y a des trucs très très bonne qualité. Puis tout vient de là-bas. Donc. On a un iPhone, hein. Voilà. Ouais. Ça veut tout dire. MacBook. Tout Nous, on a été à Yiwu, c'est à 2-3 heures de Shanghai, et c'est là-bas où tu as tous les fournisseurs, toutes les usines de Chine. C'est pas comme la foire de Canton où tu vois, ça c'est un événement. Là-bas, ils sont vraiment là-bas toute l'année. Tu as des malls immenses et ils sont tous là-bas. Et c'était impressionnant. Tu voyais tous les fournisseurs, tous les produits. C'était une folie. C'est de la bombe, carrément. Tout se passe là-bas, quoi. Tout est là-bas. Et le nombre de business avec tous ces produits possibles que tu peux faire, c'est limité. C'est limité. Tu sais même pas trop du coup quoi faire, tu vois. Il y a tellement de choix de produits à vendre qu'il faudrait que tu te dises attends, je prends une niche, c'est bon, je reste dedans. C'est vie. C'est ça. Ouais. Excellent. Bon, du coup, il y a d'autres endroits, d'autres pays où tu as eu des bonnes surprises comme ça, genre. Surprise. Non, j'ai fait à peu près tous les pays d'Asie du Sud-Est. Je suis pas allé à Singapour, j'ai pas fait. Ah ouais, non plus. Apparemment, je pense à faire. Ouais, ça doit être à faire. Ouais, je pense que je le ferai un week-end. Pas trop longtemps. Mais tous les retours que j'en ai, apparemment, c'est sympa. Mais Bangkok, c'est mieux, quoi. Ouais, ça. ça, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, après, j'ai été testé là récemment, début d'année, la Colombie. Donc rien à voir, là, on part sur. Autre level. Un autre continent, mais souvent, c'était un peu comparé avec la Thaïlande d'Amérique du Sud, tu vois, la Colombie. J'entendais ça, tu vois, qu'il y a pas mal de gens qui partaient là-bas, mais au final. Et alors c'était vraiment sympa. Après, c'est l'Amérique du Sud, quoi. Du coup, niveau sécurité, c'est pas la même chose que la Thaïlande. Ah ouais, c'est un autre délire. Tu vois des mecs, des pick-up de l'armée qui passent, non? Ouais. Ça dépend où tu vas. Ouais, je pense. On n'a pas vu, nous on était à Medellín, mais. Surprenant. Ouais, si, on a dû voir quelques militaires quand même. Mais ouais, tu sens que c'est pas la même sécurité. Puis niveau infrastructure, la Thaïlande, c'est incroyable. Là-bas, c'est encore en retard, quoi. C'est pas au niveau de la Thaïlande du tout. On va parler femmes, je suis désolé, mais je sais que j'ai beaucoup de collègues, une audience qui regarde, qui va dire bon alors c'est comment les Colombiennes, mais moi j'ai été déçu, tu vois. Ouais, c'est les goûts, les couleurs aussi. On m'a vendu du rêve, mais pour moi les Asiates, c'est quand même. Ouais. Ah, c'est les goûts et les couleurs. En Asie, je préfère largement. Là-bas, c'est vraiment chargé, quoi. Ah ouais, c'est pas le même. C'est chargé, il faut aimer, quoi. Ouais. Il faut aimer. C'est un autre délire. Ouais. Mais je pense que c'est réellement les goûts et les couleurs. Tu vois. Moi, tu vois, typiquement, je suis hyper skinny, je vais aimer les femmes très fit. D'autres vont aimer les femmes un peu plus rondes. Et moi, je vais dire, moi, je meurs, moi. Tu vois. Donc, il y a vraiment différents types. Et c'est ça qui est bien. Il y a pour tous les goûts. Et c'est même pour le domaine d'expatriation, tu vois. Il y en a, ils aiment pas du tout la Thaïlande, tu vois. Ouais. Tant mieux. Tu vois, il faut de tout. Ouais. Ok. Bon, écoute, déjà, je te remercie pour ta dispo, pour nous partager ton XP, mec. Merci de l'invitation. Hein. Comme je t'ai dit, plaisir. Moi, je te suivais à la base il y a plus de 5 ans avant de venir en Thaïlande. Et aujourd'hui, on est potes, mais même de venir là, aujourd'hui, c'était vraiment un plaisir, quoi. Écoute, gros kiff. Ça me fait super plaisir. Moi, si j'ai pu, entre guillemets,
par mes petits moyens, te motiver aussi à venir ici, à switcher de Ça me ta de voix me projeter, naturelle. quoi. Ça fait plaisir. Ouais, c'est super. Et puis déjà, bonne continuation. Merci à toi. Il te reste plein de choses à faire, donc charbonne, kiffe ta life. Et puis encore une fois les gens, si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit en commentaire, soit je mettrai ton lien, je pense, YouTube. Comme ça, ils cliquent, ils arrivent sur ta chaîne. Tu as tes liens Insta et tout sur YouTube. Il y a tout dessus après. Ouais, voilà, donc allez voir. Si vous êtes curieux sur le print on demand, il t'envoie un message sur Insta, je pense que tu réponds. Carrément. Donc voilà, avec grand plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci encore, à très bientôt aussi. Salut tout le monde.